Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette troisième édition d'Informatique News Hebdo, troisième édition de l'année 2017 bien sûr, d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour décrypter cette actualité, je suis en compagnie, comme chaque semaine, de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, avant de décrypter l'actualité, on reçoit comme invité de la semaine Édouard Fourcade, qui est le DG France d'Anaplan. Mais contrairement à ce que je viens de dire, je vous propose peut-être, avant d'échanger avec lui, de passer en revue l'actualité de la semaine. Et le premier événement, qui est sans contexte l'événement de la semaine, c'est un rachat, et le rachat de Simplivity par HPE, et non pas HP, attention, sur ce qu'on fait. Alors c'est pas vraiment une surprise, parce que je crois qu'on en avait déjà pas mal parlé, mais c'est plutôt le prix peut-être qui est, au-delà des fonctionnalités et du rachat en lui-même, qui est assez intéressant. Alors, quand vous dites c'est pas une surprise, finalement c'est pas aussi évident que ça parce qu'il se trouve qu'on avait, j'avais participé récemment à une présentation avec un des grands patrons de Nutanix et lui il pensait que ça ne se ferait jamais. Donc finalement comme quoi tout le monde peut se tromper dans les pronostics. Donc effectivement c'est l'actu, je dirais, qui s'est un peu imposée la semaine dernière. Donc rappelons, on ne va pas refaire l'historique d'HPE, mais quand même, c'est pas inintéressant. HPE, c'est l'une des... HP, c'est divisé en deux, donc il y a HPE pour tout ce qui est entreprise et HP Inc. pour tout ce qui est PC imprimante. Et HPE, c'est recentré de manière très, très appuyée sur l'infrastructure pour le data center, ça c'est clair. Et ils se sont d'ailleurs délestés au fur et à mesure de tout un tas d'activités logicielles qui n'avaient rien à voir, en particulier Autonomy, qu'ils avaient racheté un prix absolument phénoménal et pour lequel ils ont perdu des milliards de dollars. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un peu plus symbolique. HP avait racheté LGI, donc ex-Silicon Graphics, donc ça c'était important parce que c'était un pied dans le HPC sur lequel HP... alors HPC, donc faut quand même préciser parce qu'entre HP, HPC, HPE, dans tout ce qui est supercalculateur, là en l'occurrence c'est l'extension vers ce qu'on appelle le marché de l'hyperconvergence. Donc en gros, c'est des espèces d'appliances qui mélangent à la fois serveur et stockage, et parfois serveur, stockage et réseau. Donc ça dépend à quel degré d'intégration on se situe. Et donc Simplivity avec Nutanix, c'était l'un des deux leaders indépendants de ce marché-là. Donc c'était une assez belle réussite. Mais bon, pour une entreprise de ce type-là, contrairement à Nutanix qui s'est introduit en bourse en octobre dernier, une introduction la plus importante de l'année passée pour tout sur notre secteur à nous. Donc Simplivity, mais une introduction qui est quand même relativement... on ne sait pas encore si ça va être un succès ou pas. Mais en tout cas, c'est la nécessité de rechercher du financement. Et pour Simplivity, donc Simplivity, une entreprise de ce type-là, il y a la capacité de continuer à se développer, il faut financer. Et donc c'est soit s'introduire en bourse, soit continuer à lever des fonds ou éventuellement se faire acheter par un plus gros. Et donc c'est la troisième solution qui a été choisie ou pas. Enfin, c'est difficile à dire. Mais, et effectivement, par rapport au prix, ce que vous aviez dit, c'est que à partir, quand l'information a commencé à circuler que HPE était intéressé par Simplivity, on parlait du milliard de dollars de rachat, et là on est tombé à 650 millions de dollars. Donc bon, c'est pas un signe que le marché de l'hyperconvergence est en train de s'écrouler, pas du tout. C'est un signe que finalement la concurrence est un peu plus vive et que HPE, en tout cas Simplivity, était prête à se vendre à ce prix-là. Alors maintenant, entre le marché de l'hyperconvergence, bon, c'est un marché qui est en très fort développement, hein, ça c'est clair. Donc il y a les deux dont on a parlé qui sont des leaders indépendants spécialisés. Et puis tous les grands fournisseurs, dont HPE d'ailleurs, étaient aussi présents sur ce marché. Cisco, Cisco, c'est lui qui a été un peu à l'initiative en 2009, donc ça remonte. On parlait de système convergé à l'époque. Mais Dell EMC y est venu aussi. Lenovo est également par le biais de plein de partenariats est également présent sur ce marché-là. Donc je dirais que
on est un peu sur un marché où là on est dans une phase d'intégration, puisque c'est un peu ça finalement l'hyperconvergence, c'est de proposer un système intégré. Et néanmoins, il faut comparer ça par rapport au marché des serveurs et du stockage combiné. Pour donner quelques idées de taille, l'hyperconvergence, ça représente à peu près, si on intègre tous les fournisseurs, c'est 2,5 milliards. C'est l'ordre de grandeur. Si on fait le total du marché des serveurs, du stockage, c'est 100 milliards. Donc on voit bien qu'on en parle beaucoup. Parce que on est toujours sur c'est ça, c'est un peu le hype, pour employer le mot du Gartner, mais bon, la réalité du marché est encore assez loin du fait que toutes les entreprises ont des systèmes hyper convergents dans leur data center. Bon, néanmoins, si on regarde les taux de croissance, c'est vrai que ça va se développer, mais enfin il faut toujours penser à la base installée, parce que la base installée, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. Donc, bon, mais c'est quand même un secteur en pleine dynamique. Puis ça pose la question quand même du devenir de Nutanix. Alors effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont rester indépendants longtemps ? Excellente question. Alors eux, ils sont un peu plus gros à manger, puisqu'ils étaient évalués, je crois, à 5 milliards de dollars. Effectivement, le lendemain du rachat, l'action Nutanix a perdu un peu plus de 6%. Donc on voit bien que le marché a tout de suite compris que l'avenir de Nutanix était un point d'interrogation. Très bien, on aura souvent l'occasion d'y revenir. Un autre marché bouillonnant, il est assez récent, c'est le marché des conteneurs. On ne parle pas de ces gros objets qu'on voit passer sur nos mers, mais bien de ces conteneurs popularisés par la marque d'origine française Docker. On a une étude assez récente sur le sujet qui permet un peu de faire là aussi le point dans une perspective un peu globale. Oui, alors effectivement, donc c'est le cabinet 451 Research qui a sorti une étude sur le sujet. Alors rappelons en 2 mots, alors conteneur, on compare toujours avec la virtualisation et les hyperviseurs. Donc pour redire en 2 mots, donc la virtualisation, on en parle, ça existait avant nous même, donc c'est pour dire que c'est bien ancien. Donc IBM était un des premiers champions de la virtualisation sur ces mainframes, et c'est apparu récemment sur les serveurs x86 avec VMware dans les années 2000. Et VMware est aujourd'hui le leader incontesté de ce marché-là. Donc la virtualisation par rapport au conteneur, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais en gros, pour simplifier, c'est la virtualisation. En fait, on a plusieurs hyperviseurs qui intègrent chacun qui embarquent leur système d'exploitation, donc c'est des machines virtuelles, alors que les conteneurs, eux, finalement, ils se pluguent sur l'OS. Et donc on peut impacter des applications sur un conteneur et ouvrir des conteneurs, les fermer, enfin de manière beaucoup plus souple. Ce qui veut dire d'ailleurs que les virtualisations et conteneurs ne sont pas antinomiques. On peut très bien avoir des solutions de conteneurs sur des machines virtuelles. Bon, évidemment, je passe on en parle comme ça entre nous, ça a l'air assez facile. Néanmoins, il y a quand même une certaine complexité. Donc c'est pour situer un petit peu les deux. Et donc les conteneurs sont, là encore, pour en revenir un peu à l'idée précédente, c'est une technologie qui n'est pas récente. Des conteneurs sur Linux, il y en avait déjà depuis un certain temps, mais c'est plutôt tout ce qui est administration, orchestration. Il y a plein d'outils des outils open source d'ailleurs, qui sont apparus. Et on en parle beaucoup parce que c'est très dynamique, il y a beaucoup d'acteurs sur le domaine, mais néanmoins ça reste encore quelque chose de relativement modeste, puisque le cabinet, la 451 Research, parle de 800 millions d'euros pour 2016. Donc on voit bien qu'alors évidemment là c'est un peu difficile à quoi comparer ça, mais même si on comparait avec le chiffre d'affaires de VMware, on voit bien que c'est beaucoup plus petit. Donc il faut voir finalement de quoi on parle et bien montrer que on est encore à des niveaux relativement modestes. Mais néanmoins c'est une solution qui est extrêmement intéressante
intéressante. Et si on compare avec OpenStack, donc OpenStack solution pour créer des clouds privés, on est encore à... Donc OpenStack et les conteneurs sont apparus à peu près au même moment. OpenStack, c'est à peu près deux fois le marché, donc c'est la vente de licence finalement, c'est à peu près 2 fois le marché des conteneurs. Donc on voit bien que pour situer un peu l'évolution des différents marchés. Très bien. Bah écoutez, on a encore un sujet sur on aura sûrement l'occasion de revenir. On a ouvert cette émission en parlant d'HPE et évidemment on ne pouvait pas continuer sans parler de son grand concurrent ou de son concurrent historique qui est IBM avec les résultats du 19e trimestre, d'un nouveau trimestre d'IBM et j'arrête le suspense plus longtemps, ils sont encore toujours en baisse. Alors effectivement, on l'a abordé à plusieurs reprises parce que finalement... IBM, c'est vraiment, fait partie de l'histoire de l'informatique. Donc, pour ceux qui ont suivi l'évolution d'IBM depuis 40-50 ans, c'est toujours très intéressant. Et IBM a engagé une transformation absolument sans précédent. C'est-à-dire que, certes, ils fabriquent toujours des ordinateurs, puisque c'était l'objet initial, c'est bien ce que voulait dire International Business Machine, mais ils en fabriquent de moins en moins, puisque ça représente moins de 10% de leur chiffre d'affaires. Donc il y a toujours les mainframes, il y a toujours les system power, mais c'est quand même une activité qui est beaucoup plus réduite, sachant qu'autour des mainframes, il y a quand même beaucoup de logiciels et beaucoup d'activités de services qui marchent et qui sont extrêmement rentables, puisque la concurrence est moins forte. Des fournisseurs de mainframe, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. La concurrence vient plutôt des systèmes, des solutions alternatives. Et donc IBM a engagé une transformation, alors on parle beaucoup de transformation numérique, là c'est pas le sujet, c'est une transformation en profondeur de son métier. Et donc ça fait... ça avait été un peu initié par Sam Palmisano, le prédécesseur de Ginni Rometty, qui lui avait développé une activité service très forte. D'ailleurs, stratégie qui avait été suivie par HP et par Dell. Et les deux, HP et Dell, sont revenus sur cette stratégie. IBM, donc c'est continue d'une certaine manière. Mais a engagé deux nouvelles activités. Donc le cloud, ça c'est pas très original, mais c'est quand même important parce que des acteurs mondiaux au niveau mondial dans le cloud, il n'y en a pas de 36. AWS, on sait, c'est leader. Il y a Google, il y a Microsoft avec Azure. Microsoft avec Azure, qui est en forte croissance, et puis il y a IBM, c'est les 4 principaux. Après, il y a des acteurs, on va dire, qui jouent en deuxième division ou en niveau régional, comme on veut. Donc le cloud, ça c'est une chose, et puis l'autre c'est ce qu'ils appellent l'informatique cognitive, avec Watson et toutes ses déclinaisons. Il y en a eu beaucoup dans le domaine de la santé, il y en a dans le domaine financier, mais tous les métiers vont être à terme impactés par Watson. Et donc en gros, le problème d'IBM, c'est il faut que les revenus générés par ces nouvelles activités compensent les baisses compensées. Les pertes sur les activités historiques. Voilà, exactement. Donc c'est une course-poursuite. Et donc on en est au 19e trimestre de baisse consécutive. Baisse très faible, c'est encore une fois, le trimestre d'avant, alors il y avait des problèmes d'ajustement monétaire. Cette fois, il n'y en a pas. Mais on est à 1 point, 2 points, donc relativement stabilisé. Et le discours, alors on ne peut pas regarder trop dans les chiffres parce que précisément les deux sont un peu mélangés. Mais IBM nous dit que son activité, ce qu'ils mettent dans les initiatives stratégiques, donc en gros le business de demain d'IBM, est en très forte croissance et qu'a priori, peut-être que le prochain trimestre devrait être le premier trimestre où IBM aura trouvé son point d'inflexion et repartira sur de nouvelles bases. Donc c'est en ça que c'est intéressant parce que c'était vraiment un gros pari de Ginni Rometty de se lancer là-dedans parce que c'est vraiment un tout nouveau business sur lequel IBM n'avait pas de légitimité, si je puis dire. Watson avait battu les champions de Jeopardy, mais enfin, c'est pas avec ça qu'on fait du business. Voilà. Mais vous vous souvenez, il y a 20 ans, ils avaient battu aux échecs Kasparov. Ils s'étaient lancés dans le supercalculateur, mais le supercalculateur, c'est un marché qui est relativement restreint. Donc là, c'est beaucoup plus large, donc c'est informatique cognitive, mais néanmoins, après, il faut arriver à rentabiliser
comptabiliser tout ça. Donc, est-ce que le pari sera gagné? On le suivra de manière très attentive. Suite au prochain épisode, si je puis dire. Et puis ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, pareil, je crois qu'il n'y a pas photo. L'événement de la semaine, c'est le FIC, un salon sur la sécurité informatique, organisé avec et par la Gendarmerie nationale à Lille. Je vous laisse en dire peut-être. Alors effectivement, donc c'est la 9e édition. Donc ça avait commencé. C'est à Lille déjà. Je ne veux pas dire que je voudrais pas faire l'injure aux Lillois de dire que, évidemment, parce que c'est à Lille, c'est un événement de moindre importance, mais c'est complètement faux puisque l'événement, je dirais phare dans le domaine de la sécurité, c'était les assises de la sécurité à Monaco, qui existent toujours d'ailleurs. Mais je dirais que en 9 ans, c'est vraiment et comme vous l'avez dit, comme finalement c'est un événement qui s'est adossé aux institutionnels, c'est un événement qui maintenant a fait son trou et est devenu incontournable. Donc à la fois incontournable en France, mais aussi en Europe tout au moins, puisqu'on a 5000 participants, dont près de 20% qui viennent de l'étranger. Donc c'est quelque chose de très important. On a évidemment la participation du nouveau ministre de l'Intérieur, qui vient chaque année. On a le président de l'ANSSI qui vient aussi pour faire un peu le point. Donc c'est pour montrer le côté institutionnel très fort, et puis tous les acteurs de la sécurité sont présents. Donc c'est vraiment devenu l'événement important. Et à l'occasion, IDC a publié une petite étude dans laquelle il donnait quelques indications chiffrées sur le marché de la sécurité. Donc on en parle beaucoup, mais ça reste là encore relativement modeste en termes de chiffre d'affaires. On parle de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est des ventes de licences bien sûr, mais c'est un marché en forte croissance. On devrait être à 1,2 milliard en 2020. Bon, tout ça c'est des prévisions, mais enfin on voit bien que ça augmente plus vite que le reste de l'informatique, et on se rend bien compte que ça tombe pas de nulle part, puisque quand on n'arrête pas de parler de problèmes de sécurité, chaque semaine apporte son lot de problèmes dans ce domaine. Donc c'est pas une surprise. Mais néanmoins, c'est un marché, je dirais qu'à la fois en termes de chiffre d'affaires, c'est pas considérable, mais la sécurité, c'est vraiment et les études du Gartner le prouvent en permanence, c'est une des 3 préoccupations des DSI, parce que en fait, tout peut arriver du jour au lendemain, avec des conséquences parfois difficilement envisageables, incalculables, et la capacité de rebondir après n'est pas toujours simple. Donc le FIC est devenu le rendez-vous de tous les professionnels de la sécurité. Très bien. Et puis avant d'échanger avec notre invité Édouard Fourcade, un petit coup de gueule pour propos d'une annonce récente de Cisco, qui a quelques euros sur son plan de caisse d'épargne. Effectivement, c'est dans la continuité de ce qu'on avait dit la semaine dernière sur Amazon et ses déclarations un peu intempestives pour faire plaisir à l'époque au nouveau président élu, qui est devenu président la semaine dernière. Donc on a l'impression que tous les grands industriels font des déclarations pour faire plaisir aux nouveaux maîtres de Washington. Et là, c'est Cisco qui vient de faire une déclaration en disant qu'ils allaient rapatrier 60 milliards de dollars, qui sont dans des paradis perdus, fiscaux. Et donc, ils vont les rapatrier aux États-Unis parce qu'il y aura à la fois une clémence fiscale et puis des taux d'imposition qui seront beaucoup moins élevés. Est-ce que ça sera suivi d'effets? Mais enfin, je dirais que ces effets d'annonce sont un peu... On vit maintenant à l'ère du tweet, donc Donald Trump fait un tweet, tout le monde réagit avec des tweets. C'est un petit peu fatigant, et puis cette manière de bien se faire voir par la nouvelle administration en place a un côté un petit peu dérisoire aussi, je trouve. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci Guy. Je vous propose maintenant d'échanger avec notre invité Édouard Fourcade, donc DG France d'Anaplan. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir
recevoir Édouard Fourcade, qui est directeur général de la société Anaplan France. Édouard Fourcade, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, dans le cadre de notre rubrique, la première question fatidique, si je puis dire, c'est de savoir quelle est l'actualité dans la semaine passée qui a retenu votre attention. Alors évidemment, ça peut, vous voyez, les champs des possibles sont extrêmement larges. Ça peut très bien être lié à notre industrie, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Pour vous, qu'est-ce qui a marqué la semaine passée et en rapport un peu avec votre activité? Alors à vrai dire, la semaine passée a été extrêmement riche en événements dans le monde entier. Mais l'un des sujets qui, je crois, m'a le plus marqué, c'est le discours de Xi Jinping, président chinois, à Davos. Parce qu'il illustre bien le problème que nous souhaitons aider nos clients à résoudre, qui est l'arrivée d'éléments perturbateurs qui viennent complètement changer la donne. Quand Xi Jinping se fait l'apôtre de la mondialisation... ça peut surprendre un petit peu. Voilà, exactement. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était l'un des pays les plus protectionnistes au monde. Et les Américains qui veulent fermer leurs frontières. Voilà. Donc, exactement. Donc ça illustre parfaitement le type de challenge auquel nos entreprises et nos clients sont confrontés de manière quotidienne. Et parce que lorsqu'il s'agit de faire des prévisions de vente, lorsqu'il s'agit de faire des prévisions d'investissement, est-ce qu'il vaut mieux aller investir aux États-Unis pour alimenter, supporter le marché américain, ou est-ce qu'il vaut mieux investir en Chine pour supporter le marché chinois? Ce sont des questions qui sont assez complexes à résoudre. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait anticiper il y a un mois que cette question arriverait sous cette forme-là. Et donc c'est en ça que ça supporte parfaitement notre vision et ce que nous souhaitons apporter aux clients, c'est cette capacité à répondre rapidement à des problèmes qu'on n'a pas vu venir. Donc finalement, Xi Jinping, c'est votre meilleur soutien aujourd'hui, quand même. Oui, puis demain, ça sera Armel Lecléac. Alors, Édouard Fourcade, on a déjà écrit pas mal de choses sur Anaplan, hein, dans nos colonnes. Néanmoins, est-ce que vous pourriez, de manière assez rapide, resituer qui vous êtes? Bon, on sait, dans ce qu'on a pu écrire nous-mêmes, en gros, entre Excel et les ERP, il y avait une espèce de grand vide que vous essayez de combler. Ouais. Parfois, vous vous présentez comme Excel on stéroïdes. Vous êtes un éditeur de logiciels cloud-based, donc ça, c'est une marque de fabrique. Donc, est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu tout ça? Oui, absolument. Donc, comme vous l'avez dit très justement, nous sommes un éditeur de logiciels basé donc dans le cloud, donc avec comme finalité de proposer des solutions qui n'aient pas nécessité à être installées sur les systèmes des clients. Et l'objectif que nous cherchons à résoudre, c'est apporter aux clients les moyens de modéliser, de simuler leur processus sans avoir de vraies connaissances techniques, uniquement en bien connaissant leur métier. Et donc de faire de la planification. Et donc, bien évidemment, de faire de la planification, de pouvoir être capable de modéliser des processus et des workflows, être capable de simuler des scénarios et surtout de répondre à des questions qui n'ont pas été anticipées. La plupart des applications informatiques qui existent apportent de très bonnes réponses à des questions qui ont été prévues. Le prérequis, c'est qu'au préalable, il y ait des équipes informatiques qui aient développé et qui est codé, donc des applications. Là où nous apportons une valeur ajoutée différente, c'est que nous cherchons justement à donner le moyen aux utilisateurs métiers de répondre à des questions qui n'ont pas été anticipées. Et aujourd'hui, les dernières semaines, les derniers mois nous montrent que ce genre de questions improbables ou de situations improbables arrivent tous les jours. Et peuvent être parfois bien utiles. Alors, une caractéristique aussi de vos solutions, c'est le fait que, en fait, puisque ça c'est l'avantage du cloud, hein, des solutions SaaS, c'est que finalement, une équipe ou des collaborateurs qui sont situés à 36 endroits différents peuvent se plugger sur la même plateforme et travailler de manière vraiment collaborative. Ça, c'est très important. Plutôt qu'on sait bien le schéma Excel où, en gros, Excel va d'un point A à un point B, un point C, un point D, ça c'est, on connaît les revers de ce... Absolument. C'est exactement l'un des sujets que l'on voulait adresser, c'est que Excel, comme tous les tableurs, sont de formidables outils de productivité individuelle. Mais lorsque l'on commence à engager dans des démarches où on a besoin de faire travailler ensemble un grand nombre de personnes, dans des projets dans lesquels on a besoin de faire collaborer un certain nombre d'interlocuteurs ou d'intervenants, ça devient extrêmement difficile avec des outils qui n'ont pas été conçus pour ça. Et donc c'est là effectivement que notre plateforme
et la raison d'être du cloud, c'est de permettre justement à un très grand nombre d'utilisateurs de travailler simultanément, de manière en parfaite transparence, de pouvoir se transmettre les informations et travailler en même temps sur le même projet de manière complètement fluide et transparente. Alors, dans votre approche, en fait, telle que vous la présentez, vous avez une sorte de plateforme applicative généraliste, et avec vos partenaires, qui peuvent être soit des clients parfois, soit des partenaires, style cabinet de consultants, etc., eux peuvent développer des modules applicatifs spécialisés pour apporter une solution à un problème spécifique. Et donc, vous avez un hub applicatif, un peu comme l'App Store d'Apple, sur lequel il y a tout un tas d'applications spécifiques. Est-ce que pour les mois qui viennent, est-ce que votre principale préoccupation ou principal objectif, c'est de développer tout cet arsenal de modules, dont certains sont payants et d'autres sont gratuits, pour être de plus en plus verticalisés et répondre à des solutions particulièrement répondant à des secteurs économiques? Alors, vous avez très bien résumé la situation. Nous avons effectivement une plateforme qui héberge un certain nombre de modules d'applications qui ont des spécificités soit sectorielles, soit industrielles. Et notre plateforme à nous, Anaplan, par définition, elle est agnostique. Et donc, elle n'est pas spécifique pour un métier particulier ou pour une industrie en particulier. Et donc, le hub que nous avons construit, cet App Hub, consiste à mettre à disposition de nos clients et de nos utilisateurs des modules qui ont été effectivement établis par un certain nombre soit de tiers, soit nous-mêmes. Le petit changement qui s'est opéré en 2016, c'est que nous avions développé un très grand nombre d'applications nous-mêmes, que nous mettions à disposition des clients sur la plateforme, pour illustrer justement la capacité d'Anaplan à répondre à des préoccupations de type métier. Et à côté de cela, il y avait des applications qui ont été développées par des partenaires. La petite différence, c'est qu'aujourd'hui, nous allons arrêter de développer nous-mêmes nos applications pour les mettre à disposition sur ce App Hub et laisser cette plateforme ouverte à nos partenaires et clients pour pouvoir eux-mêmes mettre à disposition de notre écosystème les applications qu'ils auraient construites sous le mode de licensing de leur choix. C'est-à-dire que certains pourront être gratuites, certaines pourront être payantes. Ce sont nos partenaires qui décideront du mode. Et qui s'occupent des problèmes de propriété intellectuelle? C'est les partenaires absolument, eux-mêmes qui définissent le mode d'utilisation? Exactement. Nous ne faisons qu'héberger ces applications qui ont été développées par les partenaires et qui visent à mettre en évidence leurs compétences sur un secteur particulier. Alors au début, on vous a présenté un peu comme une solution qui couvrait un grand vide qui est entre d'un côté Excel, qui est là depuis 30 ans, et de l'autre les ERP qui sont là aussi depuis 30 ans. Je suppose que, les données, vous pouvez les récupérer à la fois d'Excel et à la fois des ERP, et deux, ce qui veut dire que vous êtes extrêmement complémentaires, et d'une certaine manière, vous dépendez un peu en tout cas des ERP pour récupérer toutes ces données. Ça veut dire que vous êtes une espèce d'allié objectif des ERP et des éditeurs qui les fabriquent. Oui, d'une certaine façon, oui, parce qu'effectivement, les modèles que nous construisons, donc qu'on peut imaginer comme des énormes Rubik's Cube, trouvent leur source, leur alimentation dans les systèmes informatiques des clients, et donc en particulier des ERP. Donc nous nous alimentons à la fois soit avec des fichiers plats par exemple, ou avec des données en entrée naturelle, soit à travers effectivement des liens que nous établissions avec les plateformes informatiques de nos clients. Donc, alors pour bien situer le périmètre de vos activités, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'un côté de l'intelligence artificielle, de l'autre du big data, ce que vous traitez, ce sont les données structurées de l'entreprise, donc qui viennent des fichiers que vous avez établis là. Et ça, c'est votre cadre strict d'opération, si je puis dire. Absolument, absolument. Il y a deux sujets sur lesquels nous n'allons pas. Nous ne sommes pas une plateforme de big data, nous ne cherchons pas à aller concurrencer ceux qui vont chercher de l'intelligence dans des données non structurées, par exemple. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, il est vraiment d'utiliser des données structurées et numériques et de pouvoir les analyser, les croiser, les exploiter, de sorte à pouvoir quantifier et simuler des différents scénarios que les entreprises peuvent avoir à mettre en place, qu'ils peuvent être le rachat d'une entreprise, ça peut être le changement d'une ligne de production, ça peut être quelles sont les conséquences sur un budget ou du fait de combiner différentes offres en une seule, etc. Tout type de scénarios qui peuvent être amenés à être mis sur la table de manière régulière. Alors, dans vos premiers utilisateurs, et c'est assez naturel en fonction de ce que vous faites et ce que vous avez décrit, il y a les directions financières qui ont été de gros utilisateurs. Mais vous visez tous les métiers de l'entreprise, c'est-à-dire tous les gens qui ont de la planification à faire. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle direction vous évoluez, et éventuellement, est-ce que vous pourriez citer un ou deux clients français pour donner un exemple
exemple de ce que vous faites et avec qui vous travaillez? Alors, effectivement, le point de départ d'Anaplan, on a naturellement nous sommes allés solliciter les directions financières parce que c'est là que de manière la plus spontanée, on est amené à remettre l'ouvrage sur le métier constamment, ne serait-ce que dans les processus d'élaboration budgétaire. Donc ça a été notre cible, on va dire, privilégiée que nous sommes allés adresser. Mais en réalité, il y a beaucoup de domaines fonctionnels dans l'entreprise qui doivent faire des simulations et des modélisations. On va trouver aussi bien les ressources humaines lorsqu'il s'agit de faire la simulation de masse salariale, par exemple, ou on va trouver également les domaines plus industriels tels que la production et la supply chain. Et c'est un sujet sur lequel nous avançons assez vite. Et à titre d'exemple, alors je ne sais pas si nous sommes autorisés à citer le nom client, mais une très très grande entreprise de luxe parmi les tout premiers mondiaux. Ça commence avec un L, non? Par exemple, voilà. A entrepris une démarche extrêmement intéressante parce qu'ils ont le challenge d'avoir la meilleure supply chain au monde d'ici 2020. Et donc, pour pouvoir optimiser cette supply chain, vous imaginez bien que le nombre de scénarios de modélisation à tourner est absolument gigantesque et qu'il faut pouvoir les tourner de manière extrêmement rapide. Et donc, ils cherchaient une plateforme parfaitement souple, adaptable, flexible, agile, et qu'on puisse mettre entre les mains des utilisateurs métiers qui n'ont pas besoin d'être des experts en codage ou en script de Oui, parce programmation. on est bien d'accord, dans vos solutions, il n'y a pas de codage. Voilà, exactement. L'idée, c'est de mettre ça entre les mains des gens qui connaissent leur métier et qui sont capables de jongler avec ça à toute vitesse. Et donc cette entreprise a donc récemment fait le choix effectivement de généraliser Anaplan pour l'ensemble du support de ces supply chains. Et alors, quand vous rencontrez une entreprise, finalement, vous allez voir directement les métiers, ou il y a malgré tout la DSI qui est là, je dirais, pour veiller au bon grain, enfin faire le choix entre... Parce qu'eux, ils ont une infrastructure à préserver, donc comment ça s'organise? Alors j'ai envie de vous dire les deux en général. On commence naturellement, effectivement, par solliciter les métiers. C'est auprès d'eux que le premier niveau d'adhésion s'établit. Mais on ne peut pas faire l'impasse de discuter avec la DSI pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est eux qui sont généralement les garants de la sécurité de l'informatique. D'accord ? Et donc, il est absolument nécessaire d'avoir un échange parfaitement transparent. Un sujet de plus en plus prégnant. Oui, absolument. La deuxième raison, c'est que c'est également eux qui sont garants de l'architecture globale et de la qualité des données qui sont remontées, qui sont exploitées. D'accord ? Et donc, nous devons nous assurer que nous sommes dans parfaite complémentarité avec ce qui est fait et qu'en aucune façon, nous allons contredire des projets qui peuvent avoir. Et puis, la dernière raison, c'est que très souvent, chez les grands clients qui sont en train de déployer Anaplan à grande échelle, se pose la question de création de centres d'excellence. Des gens qui puissent qui puissent consolider les meilleures pratiques en termes de modélisation, indépendamment du métier auquel ça s'applique. Et généralement, c'est au sein des directions informatiques que ça s'établit. Donc, en réalité, on essaie d'établir un pont entre les directions informatiques et les directions métiers, même si c'est auprès des métiers que, de manière initiale, nous faisons le premier. Oui, parce que c'est eux qui vont être les utilisateurs de ces solutions. Oui. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que vous-même, vous utilisez vos propres solutions? Absolument. Parce que ce n'est pas le cordonnier le plus mal. Non, je peux vous dire que l'intégralité des processus interne de la société Anaplan, que ce soit recrutement, que ce soit finance, que ce soit forecast de vente, que ce soit tout ce que vous voulez, tout est sur Anaplan. Donc finalement, quand vous allez voir un métier, vous pouvez dire, bah, regardez, chez nous, on fait ça et ça marche. Et d'ailleurs, notre CFO est l'une de nos meilleures commerciales. Ok. Dernière question. Bon, Anaplan est une société à forte croissance, mais malgré tout, vous êtes un éditeur de taille moyenne. Ça veut dire que, et vos clients, c'est plutôt des grandes entreprises, des grandes ou des grosses PME, on va dire, parce qu'il faut quand même beaucoup de données à mouliner, etc. Donc, c'est pas la PME du coin qui va utiliser Anaplan. Excel suffira largement pour ça. Et donc, pour traiter... Je vais vous contredire sur ce point-là. Très bien, mais et donc pour traiter avec en tout cas ces grands clients, ça veut dire qu'il faut assurer une certaine pérennité. Et qui dit pérennité dit finalement une capacité de financer le développement de l'entreprise. Donc jusqu'à présent, alors je ne vous demanderai pas si vous allez vous introduire en bourse en 2007, puisque vous n'allez de toute façon pas me répondre, mais comment vous voyez les choses entre continuer à lever des fonds avec des partenaires privés, l'éventuelle introduction en bourse, éventuellement un rachat par un grand éditeur de RP. Enfin, comment vous voyez les choses, je dirais, dans les prochains mois? Alors pour répondre d'abord au tout début de votre question, notre portefeuille de clients n'est pas uniquement constitué de grandes entreprises, parce que les deux profils d'entreprises qui nous intéressent et qui s'intéressent à Anaplan sont soit celles dont la complexité est liée à la taille, donc les grandes entreprises, effectivement, du coup ça c'est assez classique, mais également toutes celles dont l'enjeu est la vélocité. Toutes les entreprises qui sont sur le secteur soit en forte transformation, soit qui sont elles-mêmes en très forte croissance.
Et on a des tout petites entreprises qui sont à un rythme de croissance comparable à celui d'Anaplan. Vous pouvez donner un et qui exemple sont, Vous n'êtes pas une toute petite entreprise, malgré tout. il y a 5 ans, on n'existait quasiment pas. Oui, d'accord. D'accord. Donc, Aujourd'hui, voilà. Donc, qui, par exemple, vous avez un nom en tête? Bon, on peut citer De Vialet, par exemple, qui fabrique ces enceintes de très haute qualité. D'accord. L'entreprise n'est pas grande en termes de taille, se développe à très grande vitesse, a des enjeux de transformation absolument considérables, se pose constamment la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux que j'aille investir dans 2 points de vente supplémentaires en France, ou est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse en Angleterre, ou est-ce qu'il faut que et comment est-ce que je vais faire face à l'augmentation de la demande en termes de production, etc. Donc les enjeux de transformation sont constants, et donc ils ont une impérieuse nécessité d'une très grande vélocité, d'une très grande agilité dans la plateforme. Donc c'est vraiment les deux cibles. Donc pour répondre à la fin de votre question, nous sommes donc en croissance extrêmement forte. Nous avons annoncé avec grand plaisir que nous étions cash flow positif beaucoup plus tôt que prévu. Ce qui veut dire Donc vos modèles ne marchent pas si bien que ça, finalement. C'est ça que ça veut dire. c'est juste qu'on était un peu prudent, d'accord. Et donc c'est-à-dire qu'on ne crame pas d'argent, et donc ça c'est une extrêmement bonne chose que ça arrive beaucoup plus tôt que prévu, d'accord. Et donc nous allons accélérer notre croissance. Alors il ne faut pas être grand clair, quand on est en phase d'accélération de croissance, à un moment il y a des points d'inflexion, et il est vraisemblable que tôt ou tard on aura besoin d'une injection de capitaux supplémentaires pour supporter et pour financer cette accélération. Quelle forme ça prendra? Je n'en sais rien. À quel moment? Je n'en sais rien. Ce qui nous importe le plus, c'est d'être cash flow positif pour l'instant. Parce que du coup, ça nous permet d'acheter du temps, comme on dit en anglais. Et de voir l'avenir avec un peu plus de sérénité. Ouais. Bah, écoutez, on suivra avec attention ce qui se passe avec vous dans les prochains mois. Édouard Fourcade, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Édouard Fourcade d'avoir accepté notre invitation. Merci Guy pour cet échange. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Et puis je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. Merci et à bientôt.